de cette émission. Johan, bienvenue, c'est à vous. Merci Olivier, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Johan Matteo Albaladejo, j'ai diverses fonctions sur le chantier, mais aujourd'hui pour vous, je suis le chroniqueur. Donc, je vais essayer peut-être, si je peux, de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur Guédelon. Merci Johan. On ne va pas en dire davantage, simplement vous rappeler encore une chose par rapport aux questions. Vous avez un onglet qui s'appelle questions, qui est fait pour ça, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et c'est ici que vous pouvez poser vos questions auxquelles Johan répondra juste après l'émission qu'on va diffuser dans un instant. Donc, bonne émission à toutes et à tous. Et nous, on se retrouve juste après. Bon visionnage. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le chantier de Guédelon. On a créé ce nouveau rendez-vous qui s'appelle le rendez-vous des chroniqueurs, pour qu'on puisse vous donner le maximum d'informations pour que vous passiez la meilleure journée possible à Guédelon. Parce que parfois, des gens passent un petit peu à côté. Il y a quelques jours, une dame charmante passe à côté de moi ici devant le caillou et me demande comment était le château fort quand on a commencé à le restaurer. Alors évidemment, je lui ai dit, non, c'est pas ça l'histoire. C'est un petit peu plus complexe que ça. L'histoire, c'est de se mettre dans la peau des bâtisseurs, dans le contexte, et de recréer les techniques, la transformation de la matière, retrouver à peu près l'ambiance d'un chantier médiéval. Alors, il va falloir, dès le départ, être assez précis, puisque vous le savez, le Moyen-Âge, ça englobe une période de 10 siècles, 1000 ans. Alors, quel Moyen-Âge? Donc moi, je suis là pour vous donner au moins ces informations-là. Quel château fort? Quel Moyen-Âge? Quelle région? Quels sont les matériaux? Et surtout, quel budget? Parce qu'il y a une question que vous allez me poser assez rapidement, on commence à les connaître. Combien de temps ils auraient mis pour de vrai au Moyen-Âge? Eh bien, ça dépend de votre budget. Si vous êtes un roi, évidemment, vous n'aurez pas le même château fort. Et le temps de travail sera fonction aussi du nombre d'œuvriers. On a tous les exemples. On a des comptes de chantier, on a des enluminures, les vitraux des cathédrales. On sait combien ça coûte un château fort, on sait combien vous allez gagner comme œuvrier ou œuvrière, et on sait combien de temps ça va prendre en fonction de votre budget et du nombre d'œuvriers. Alors, on a un exemple célèbre, Richard Cœur de Lion, en face de Philippe Auguste, dont on va reparler, a fait construire en Normandie une forteresse immense, bien plus vaste que Guédelon. Il l'a fait sortir de terre en moins de 2 ans. D'après les historiens, il a mis 2000 personnes, budget illimité. Si vous avez les moyens de me mettre sur la table, là, tout de suite, le budget nécessaire à la construction de Guédelon, et que vous le voulez en moins de 2 ans, eh ben, on peut vous le faire en moins de 2 ans. Alors, on vous a préparé un petit devis. On a un peu anticipé, puisqu'on savait que vous alliez venir. Donc avec monsieur Jacques Moulin, architecte en chef des monuments historiques, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, on a tracé les plans d'un château philippien standardisé. Pourquoi philippien? C'est du roi Philippe Auguste, Philippe II Auguste, le roi bâtisseur. Il va révolutionner le monde du travail, il va révolutionner le patrimoine qui recouvre une bonne partie de notre territoire de cette époque, du XIIe au XIIIe siècle. Donc Philippe Auguste nous propose des châteaux rapides, efficaces, pas très cher. Vous verrez sur ce château, il n'y a pas beaucoup de pierres de taille, beaucoup de moellons, c'est-à-dire à l'économie. Si vous voulez plus de pierres de taille, évidemment, ce n'est pas le même budget. Alors je vais vous faire votre devis. Donc on va tracer une cour rectangulaire ou carrée, là on l'a fait rectangulaire, et nous allons mettre à chaque angle des tours flanquées qui dépassent. Alors moi je vous conseille des tours rondes. Si vous voulez une tour carrée, c'est possible, mais la tour carrée a un problème, ce sont les angles droits. Évidemment, si quelqu'un jette des pierres sur votre château, ça va faire de la prise. Sur une tour ronde, ça ricochera plus facilement. Ces tours donc dépassent, sont flanquées, nous allons en profiter pour les équiper d'ouvertures défensives, qu'on appelle au XIIIe plutôt des archères. On peut parler d'arbalétrières. On pourra parler bientôt de canonnières aussi, mais à ce moment-là, il faudra peut-être refaire un peu le devis. Donc, on va les mettre en quinconce. Vous pouvez tirer dans tous les sens. On va fermer bien sûr la cour en reliant les tours par des gros murs qu'on appelle des courtines. Le bas des murs, ce sont les escarpes qui peuvent avoir 4, 5, 6 mètres d'épaisseur. Donc elles sont un peu comme ça en biais, notamment au niveau des tours, les escarpes. Ça vous fait une bonne assise et si vous jetez des pierres du haut de votre château, plutôt que ça tombe bêtement au pied de la tour, ça va ricocher vers d'éventuels assaillants. Donc nous allons relier les tours par ces fameuses courtines et on vous a équipé les courtines au sommet de chemins de ronde. Vous pouvez faire tout le tour de votre château. On vous a mis des petits murets avec des créneaux. Alors les créneaux, on ne vous les a pas facturés. Pourquoi? Parce que le créneau, c'est la partie vide. Nous, on vous facture la partie pleine, qu'on connaît moins, qui s'appelle le merlon. Vous tirez par le créneau et vous vous abritez derrière le merlon. Vous pouvez donc maintenant faire tout le tour de votre château. D'année en année, nous allons remblayer la cour. Au départ, la cour du château était au niveau du sol, au niveau des fondations. Nous avons remblayé, élevé le château et du coup, ça a créé naturellement des fossés. Alors à Guédelon, nous n'aurons pas de douve en eau.
D'ailleurs, ça, c'est un petit peu l'image d'Épinal, le cliché. Les douves en eau, le dragon et la princesse. Quand vous visitez des monuments du XIIIe, ou des châteaux forts de cette époque, vous verrez qu'il y a énormément de châteaux qui n'ont pas de douves en eau. Déjà, tous les châteaux sur des collines, évidemment, n'ont pas de douves en eau. Et puis sur un château de plaine comme celui-ci, si vous voulez des douves en eau, il va falloir faire un mur étanche tout autour du château, en face de l'escarpe, pour retenir l'eau. Le mur en face de l'escarpe s'appelle la contre-escarpe. Et puis après, il va falloir trouver de l'eau. Donc il va falloir attraper une rivière, un étang, des machines hydrauliques, des biefs, des écluses. Tout ça va coûter très très cher. Et finalement, en termes de défense, ce n'est pas la panacée, puisqu'un château, souvent, ça s'assiège. Ou alors, on essaye de passer par-dessus avec des grandes tours, des grandes échelles. Donc finalement, des fossés secs sont amplement suffisants. Comme vous venez de faire une belle économie, derrière le château, on vous a installé une petite porte secrète qui s'appelle la poterne. Typique du château philippien, c'est un peu l'entrée des artistes. Vous pouvez rentrer et sortir du château discrètement sans être obligé de faire tout le tour. Alors, on va quand même sécuriser la porte, bien sûr. On va mettre une grosse porte en chêne, recouverte de ferrures, comme ça on ne pourra pas l'attaquer à la hache. Des chevrons derrière la porte qui vont vous blinder la porte. Un escalier très étroit, on ne peut passer qu'un par un. Et pour vous rassurer définitivement, on vous a mis une petite archère au sommet de l'escalier. Vous mettez quelqu'un avec un arc ou une arbalète, il empêchera toute une armée de passer. Anecdote du chantier, c'est ici, à cet endroit dit la Poterne, que nous avons posé la première pierre. C'était le 20 juin 1997. Pour ceux qui se rappellent des années 97, c'était encore les francs. Donc nous avons scellé dans la pierre une pièce de 10 francs, ainsi qu'un petit parchemin pour les archéologues du futur. Nous, on travaille tout le temps avec des archéologues. Donc, on a pensé à nos collègues du futur. Imaginez qu'une bande d'archéologues découvre dans la forêt un château abandonné dans 200 ou 300 ans. Je sais ce qu'il va dire, le chef des archéologues. Il va dire, ça, les gars, je m'y connais, c'est un château du XIIIe. La pierre, c'est du grès ferrugineux, ça a 100 millions d'années. Mais quand ils vont analyser les mortiers, quand ils vont analyser les bouts de bois, ils vont découvrir, grâce à la dendrochronologie, au carbone 14, que c'est une équipe du XXIe siècle qui a construit un château fort. Ils ne vont plus rien comprendre, ils vont y perdre leur latin. On leur a laissé un petit mot pour leur expliquer pourquoi on est venu au XXIe siècle construire un château du XIIIe. Donc, alors, vous avez des fossés secs, mais évidemment, il faut un pont. Alors, pour un budget de 3000 livres, ce serait à peu près le budget d'un château philippien, standard, entrée de gamme. On ne peut pas vous faire un pont-levis. Ça, c'est un peu cher, un peu chic, soumis souvent à autorisation spéciale. Donc, on vous a fait un pont dormant. Une porte principale équipée d'une herse. A priori, plutôt herse en bois. Peut-être un peu de ferronnerie, un peu de clous, mais on ne peut pas faire une herse tout en acier. Alors, sinon, c'est encore un autre budget. Surtout, nous allons équiper la porte de 2 tours, comme 2 pinces de crabe, qui vont enserrer la porte. Ça, c'est typique du château philippien. Ça s'appelle la porte entre 2 tours. On pourrait même vous faire un petit château devant le château, un sas d'entrée, qui s'appellerait alors le Châtelet. Nous pénétrons maintenant dans la cour du château. Et voici votre logis. Alors, dans le système féodal, tout est codifié. En haut de la pyramide, il y a le roi. Le roi a des vassaux, qui ont des vassaux, qui ont des vassaux. Donc là, vous êtes plutôt en bas de l'échelle, mais a priori, vous venez d'avoir une promo. C'est-à-dire qu'on vient de vous donner une terre, on vient de vous donner une forêt, un étang, qui s'appelle d'ailleurs Guédelon. Vous devenez automatiquement seigneur ou princesse de Guédelon. Et puis surtout, on vient de vous donner un permis de construire. Autorisation de bâtir castel pour vous et votre descendance. En fait, vous êtes en train de créer un nouveau fief. Donc, dans votre château, tout est codifié. Il y a un espace public et un espace privé. Votre espace privé, c'est une grande tour qui va monter beaucoup plus haut que toutes les autres tours. On l'appelle pendant des siècles les donjons. Au XIIIe, on est un peu plus moderne, on appelle ça la tour maîtresse. C'est vraiment l'espace le plus sécurisé de tout le château. Et c'est là que vous garderez vos espaces personnels, votre chambre, pour vos amis, pour votre garde rapprochée, qu'on appelle en latin les clientes, les clientesses. On vous a fait installer d'ailleurs au premier étage une petite avancée hygiénique. Vous avez vos latrines personnelles et elles sont en encorbellement. C'est-à-dire que ça dépasse, ça ne coule pas le long du mur. C'est un petit peu plus hygiénique. Et puis à côté, vous avez l'espace public. Alors là, on a vraiment le cellier, c'est-à-dire l'intendance. En gros, ça c'est votre réfrigérateur, c'est votre cave, c'est là où vous allez stocker les denrées. Ah oui, d'ailleurs, vous avez le droit de prélever des impôts maintenant. On vous a fait installer donc dans la forêt un petit moulin hydraulique à farine, puisque maintenant c'est vous le patron, c'est vous qui allez gérer les gens qui vivent sur cette terre. Donc si vous allez voir le meunier, il vous expliquera comment gagner un peu de blé pour financer les travaux. Dans le cellier, vous avez des portes et des fenêtres équipées de feuillures. Si vous fermez les volets, si vous fermez les fenêtres, les rongeurs, les rats, les souris, en aucun cas ne pourront rentrer dans votre cellier. Le mur ont été chaulés, enduits avec un lait chaud, donc ça reste sain, ça empêche l'humidité et ça éloigne les insectes.
À côté, comme convenu, on vous a fait installer une cuisine moderne, tout équipée, 13e siècle. Une cheminée, une crémaillère et un four à pain. Et au sol, vous avez la souille. C'est comme un lavabo avec une gargouille qui plonge directement dans les fossés. Vous avez même un système de circulation d'eau qui fait que quand il pleut, ça se nettoie tout seul. Voilà, ça c'est votre intendance. Et puis à l'étage, là on va passer dans le côté ostentatoire, vraiment codifié. Un grand escalier d'apparat, une belle rambarde en pierre de taille qu'on appelle le grand degré. Avec un petit balcon, vous pouvez vous adresser à la foule et vous pouvez même signaler la présence d'un puits avec une margelle monolithe. On vous a fait installer une margelle dans une pierre, qui a été taillée dans une pierre qui fait 1,5 tonnes. Là, on est vraiment dans de l'ostentatoire. Et puis, vous allez accueillir les gens dans cette grande salle polyvalente qu'on appelle la Aula, A-U-L-A en latin. Ça nous a donné la halle, le hall. C'est là où vous allez traiter les affaires courantes, adouber les chevaliers, rendre la justice, de temps en temps organiser des banquets, des repas d'affaires. Donc à ce moment-là, nous allons dresser la table. On met des planches sur des tréteaux et puis une jolie nappe. Et quand c'est fini, on enlève tout. On dessert, on dresse et on dessert. Si vous recevez ce soir, vos amis ne vont pas repartir en pleine nuit avec la charrette et le cheval. Donc, on vous a fait installer, attenant à la Aula, une petite chambre d'amis qui s'appelle la caméra. Caméra, chambre noire, appareil photo. Donc cette chambre vous permet d'accueillir vos invités. On vous l'a fait décorer à la mode du XIIIe. Ici, nous sommes en puisée, terre d'ocre, et vous avez un des plus beaux circuits de peinture médiévale d'époque. Et à quelques lieues, il y a un joli village qui s'appelle Moutier-en-Puisée, et une très jolie chapelle dans laquelle nous avons retrouvé des peintures médiévales d'époque grâce à une canicule déjà il y a quelques années qui a fait tomber des bouts d'enduit. Donc on vous a reproduit les motifs floraux grâce aux pigments qu'on a retrouvés ici sous vos pieds. Donc vous avez la caméra, vous avez la Aula et bien sûr vous avez votre petite chapelle privée. Pour 3000 livres, je ne peux pas vous faire une église ou une cathédrale. Donc on vous a fait installer dans la tour de la chapelle la Capella, comme quand on chante à Capella, votre petite chapelle. Capella, Aula, Caméra, la petite enceinte fortifiée telle que je viens de vous la décrire. Voilà à quoi ressemblerait un château philippien standard, premier prix. Alors évidemment, là je viens de vous présenter le scénario avec lequel nous avons commencé il y a plus de 20 ans. Mais maintenant, l'aventure qu'on vous propose à Guédelon depuis plus de 20 ans, c'est comment on fait pour de vrai. C'est-à-dire que là, il y a le scénario, et puis après, il y a la pratique. Imaginez-vous, dans les années 90, vous vous retrouvez là avec une équipe assez restreinte, un lundi matin, il fait froid, et il faut construire un château fort. Et ça, personne ne l'avait fait depuis plusieurs centaines d'années. Si vous tapez avec une masse sur les pierres, il ne se passe rien. Si, vous allez vous faire mal, ou vous allez casser l'outil. Donc très vite, vous comprenez qu'il faut travailler non pas avec ses bras, mais avec sa tête. Convoquer des archéologues, des géologues, des historiens, des artisans, et ensemble essayer de redécouvrir ce savoir-faire, ce patrimoine que nous nous sommes transmis pendant 4000 ans. Si vous êtes malin, comme des archéologues, et curieux, vous pouvez à la fin de la journée extraire avec des techniques très simples entre 2 et 3 tonnes de pierre par jour. Vous allez pouvoir redécouvrir comment avec des chaînes on fait des charpentes, des charrettes, des moulins, comment on fait avec de l'ocre, comment on fait de la peinture, comment on fait même avec des orties, on peut faire des cordes, la fameuse corde à 13 nœuds. Donc voilà ce qu'on vous propose à Guédelon, c'est de se remettre un peu les pieds sur terre et de voir comment, pendant des milliers d'années, sans électricité, sans essence, sans ordinateur, sans niveau laser, comment nos ancêtres ont transformé un paysage en architecture. Si vous voulez, je vous montre, allons ensemble construire un château fort. Alors évidemment, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors c'est assez simple, finalement. Au milieu, il y a un château fort. Et tout autour, il y a tous les ateliers, la taille de pierre, la carrière, un village avec les charpentiers, avec les vanniers, tous ces corps de métier qu'on va trouver normalement autour d'un chantier médiéval. Alors évidemment, à Guédelon, on essaie de reproduire l'ambiance du chantier et puis de redécouvrir que surtout, chaque métier dépend toujours des autres. Je pense notamment aux charretiers. On parle souvent des maçons, des tailleurs de pierre, des charpentiers, ça ce sont les vedettes. Mais si vous enlevez les charretiers, vous n'avez plus de matériaux, parce qu'eux, toute la journée, ils vont livrer. Si vous n'avez pas les vanniers, vous n'aurez pas les paniers, les mannes pour transporter les matériaux. Donc chacun est dépendant des autres. Et surtout, on se rend compte que tout est là autour de nous, dans la forêt, dans la nature. Tout est là, prêt à être transformé en architecture. Donc là, on va se diriger vers la carrière. C'est un peu là où tout a commencé. D'ailleurs ici, ça s'appelle la carrière des murs. Cette carrière a été abandonnée à partir des années 50. En fait, jusqu'au milieu du XXe siècle, on a travaillé, bâti avec de la pierre traditionnelle. Et puis à un moment, évidemment, le monde bascule et on n'utilise plus ce grès qui a servi à construire tous les châteaux et toutes les maisons alentour.
Donc évidemment pour Guédelon c'était un trésor. Donc Marilyn Martin et Michel Guyot vont acquérir cette réserve de pierres quasiment infinie de grès ferrugineux. Alors évidemment, si on est en Bretagne ou dans le Luberon, on n'aura peut-être pas les mêmes matériaux. Donc là, vous êtes effectivement devant une réserve de pierres avec plusieurs qualités. Donc c'est là où tout va commencer, puisque évidemment, pour faire un château en pierre, il va falloir déjà comprendre comment extraire les pierres. On peut voir sur les pierres comme des strates. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est le grès ferrugineux? Eh bien, c'est du sable accumulé pendant des millions d'années. On voit des strates et on voit surtout des petits points brillants. Et bien cette pierre, elle contient du minerai de fer. Alors plus vous avez de minerai de fer, plus la pierre va être dense. Donc quand elle est bleue, noire comme ça, elle est très très dense et elle va servir notamment à faire les parements, à faire les escarpes, les fondations. Après vous avez une qualité intermédiaire qui est un petit peu moins dense mais très dense encore, qui va servir bien évidemment à maçonner les murs. Et puis une qualité un petit peu plus fragile qui contient de l'ocre, c'est aussi du minerai, ce fameux trésor de Puiset, l'ocre. Alors celle-là, elle va servir surtout pour faire la fourrure des murs, puisqu'en fait les murs sont montés comme en pierre sèche et comme en sandwich, c'est-à-dire qu'on met un parement, un autre parement et au milieu on remplit. Et selon vos desiderata et votre budget, on va décider de faire des murs de 2, 3, 4 mètres d'épaisseur. Enfin, d'ailleurs, on ne dirait pas en mètres, on dirait en toise. Donc voilà, c'est là où on a dû redécouvrir quelques techniques. La technique de l'emboîture, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir lire la pierre. C'est ça le travail du carrier. Un carrier expérimenté peut vous extraire plusieurs tonnes de pierre par jour et peut même vous faire des tranches fines, des dalles. C'est-à-dire qu'il va falloir créer une onde de choc. On fait des trous dans la pierre, on met des petits coins en métal, on crée une onde de choc et finalement, en 3-4 coups de masse, vous ouvrez un bloc énorme en 2, en 4, en 8 et en 12. Et ça y est, on avait trouvé la technique pour pouvoir soulever des montagnes, des tonnes et des tonnes de pierres. Alors il y a des pierres qui partent directement à la maçonnerie et des pierres qui vont transiter par la loge des tailleurs de pierre, puisqu'on a besoin bien sûr d'avoir parfois des pierres un peu taillées plus précisément. Et donc la loge des tailleurs de pierre, c'est par là. Et ben voilà, nous voici donc dans la loge des tailleurs de pierre, avec derrière moi le plancher d'épure, très important. C'est là où on va tracer la forme des pierres et on va réaliser ce qu'on appelle des gabarits. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des plans au Moyen-Âge, mais après, quand on passe du petit plan à la réalisation des pierres, on va réaliser des gabarits grandeur nature. C'est-à-dire que vous allez commander au carrier vos pierres, vous tracez avec le maître d'œuvre, avec toute une gamme d'outils qu'on a déjà depuis l'Antiquité. La corde à 13 nœuds, des équerres, des compas, on a même des niveaux qu'on appelle l'archipendule. C'est un fil à plomb pour faire l'aplomb avec un triangle et vous avez un niveau qui d'ailleurs celui-là se déréglera jamais, contrairement au niveau à bulle moderne. Donc on va tracer, on va former des petits gabarits et ensuite évidemment on va transformer ces pierres. Alors là nous avons du calcaire qui vient d'une carrière juste à côté, de Forterre. Et sinon, 90% du château est en grès. Donc c'est ici qu'on va évidemment pouvoir transformer nos patates, c'est-à-dire des pierres un peu brutes, en pierres plus ou moins bien taillées. On peut aller parfois jusqu'à la sculpture. Il y a certaines clés de voûte, certains culots dans le château. On n'est même plus dans de la pierre taillée, on est dans de la sculpture. Et tout ça finalement avec toujours des outils rudimentaires. Une broche, un ciseau, un taillant, une massette, une chasse, voilà. Les mêmes outils qu'utilisaient nos ancêtres il y a déjà 4000 ans. Voilà, donc ça c'est évidemment un des postes essentiels du chantier. Et puis si vous voulez, on va se rapprocher un petit peu du château maintenant. Alors là, c'est assez intéressant puisqu'on a parlé d'économie et de devis tout à l'heure. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas beaucoup de pierres de taille. Les escarpes, des rangs de réalignement et beaucoup du moellon. C'est-à-dire de la pierre brute. Donc ça, c'est rapide, efficace et moins cher. Avec ces fameuses ouvertures défensives, qu'on appellerait donc plutôt des archères au XIIIe. Donc ça, dans l'économie de construction, c'est important. Si vous voulez tout en pierre de taille, bien sûr, c'est possible, mais ce ne sera pas le même prix. Donc ça, c'est des choix qu'on fait en allant d'ailleurs observer les châteaux. Vous pouvez, bien sûr, on peut vous donner toutes nos adresses, aller voir le château de Dourdan dans l'Essonne, de Yèvres-le-Châtel. Ici, nous avons le château de Saint-Fargeau, qui a été un peu remodifié avec les siècles. Nous avons Druy-les-Belles-Fontaines, toutes les grandes familles
les Toussy, les Courtenay qui ont habité notre région de Bourgogne et de Puisaye. Donc on va observer les châteaux et puis on va leur piquer des idées. On se dit tiens, t'as vu, ils ont fait ça, on va faire la même chose. En restant dans ce scénario d'un château plutôt économique. Si c'est le château d'Arrois, ce ne serait pas le même château. Alors là, nous approchons du pont dormant, qui ne sera pas pont-levis à Guédelon. Pont-levis, ce serait déjà un peu chic, un peu cher. Alors ça, c'est évidemment un des premiers ouvrages qui a été réalisé. Et vous pouvez admirer au-dessus la fameuse grue du Moyen-Âge, c'est-à-dire la cage à écureuil. Donc c'est un système de poulies, de palans, avec des roues. Vous grimpez dans la cage, celle-là est à double tympan, double roue, et vous allez pouvoir faire monter tout en haut des tours, des centaines et des centaines de kilos. La sensation, elle est à peu près la même que si vous montiez un escalier. Il n'y a pas besoin d'être costaud, il faut être juste synchronisé avec votre partenaire. Et en plus, celle-là, elle pivote, elle tourne. Donc on va, avec un béno, c'est comme un gros bac, remplir du mortier, de la pierre, du bois, peu importe ce qu'on a besoin de hisser. Et vous allez pouvoir aller poser tout ça dans la cour ou au sommet d'une tour. C'est d'ailleurs avec ça qu'on a construit pendant des millénaires, y compris les cathédrales. Alors là, nous sommes devant, en ce qui me concerne, un des endroits préférés du chantier, où là, on va vraiment transformer la matière. Cette petite grotte un peu écroulée que vous avez derrière moi, en fait, c'est la réplique d'un four à chaux du XIIIe siècle, réalisé d'après les fouilles des archéologues de l'INRAP, l'archéologie préventive. Donc les archéologues sont venus ici, on a essayé de reproduire ce que pouvait être un petit four à chaux, et on va essayer de créer notre chaux aérienne pour créer notre mortier. Et à l'époque, évidemment, il y avait des centaines de chaux fourniers qui allaient alimenter tous les chantiers. Donc en fait, quel est le principe du four à chaux? Alors contrairement aux autres fours, comme le four à tuiles ou le bas-fourneau pour faire les réductions de minerais, c'est un four à usage unique. C'est-à-dire que vous allez reconstruire à chaque fois le four avec la matière à cuire. On va monter un igloo tout en calcaire. On va mettre du torchis, des petites cheminées pour évacuer les gaz, et après, l'aventure commence. Dans le petit trou en bas, vous allez faire du feu pendant 72 heures, non-stop. Vous avez préalablement préparé au moins 30 ou 40 stères de bois. Pour ceux qui ne savent pas, un stère, c'est 1 mètre par 1 mètre. Et vous allez déshydrater complètement votre calcaire. Une fois que le calcaire est complètement déshydraté, on attend que ça refroidisse, et là, vous avez dans la main ce qu'on appelle de la chaux vive. Alors attention, la chaux vive est un petit peu dangereuse puisqu'elle va essayer, étant déshydratée, de reprendre de l'eau. Elle va essayer de boire l'eau de votre corps et c'est ça qui va vous brûler. Alors nous devons maintenant l'éteindre. Et c'est là où la magie commence. Vous avez un caillou qui est froid, vous le jetez dans l'eau et là, il y a une réaction chimique dite exothermique. La pierre va renvoyer la chaleur accumulée. Elle a soif et vous lui donnez autant d'eau qu'elle en veut. Et là, elle se met à boire. Elle remonte en température, elle se met à bouillonner de bonne heure. Elle remonte jusqu'à 100 degrés et ça devient de la pâte. Et ça y est, vous avez votre base pour faire votre mortier de chaux aérienne. Alors en principe, on va mettre une dose de chaux avec 2 ou 3 doses de sable et vous allez pouvoir maçonner, enduire. Vous allez même pouvoir chauler les murs, c'est-à-dire prendre juste de la chaux et de l'eau et badigeonner vos murs. C'est le matériau le plus sain qui soit et c'est avec ça qu'on a bâti aussi pendant des millénaires. Donc voilà comment on fabrique de la chaux aérienne. Alors nous voici encore une fois devant un nouveau four, un bas fourneau qui va nous permettre régulièrement de faire en démonstration. Évidemment, on ne peut pas être complètement autonome comme l'aurait été le monde du travail du XIIIe siècle. On va essayer de comprendre comment on transforme une fois de plus la matière, comment on crée du métal. Souvent, les gens pensent que l'acier, c'est un alliage moderne. Pas du tout. L'acier, c'est du fer avec du carbone. Donc, vous allez mettre du charbon de bois dans votre four, réaliser une poudre de pierre avec le minerai de fer. Ça, c'est de la poudre de pierre. Et vous allez faire cuire cette poudre de pierre pendant une bonne journée. Vous voyez, elle commence à rouiller un peu. Donc, il y a beaucoup de minerai de fer. À la fin de la journée, on va casser la porte et va couler sur le sol ce qu'on appelle les scories. En fait, l'idée, c'est de séparer le métal et la pierre. En fait, ce qui coule, c'est la pierre.
hein, et vous allez récupérer à l'intérieur du four une grosse boule qu'on appelle la loupe. Ça, c'est tous les éléments de minerai qui se sont rassemblés. On va sortir cette loupe et on va la malaxer avec même parfois des machines hydrauliques. Au XIIIe siècle, on avait des martinets de forge, un peu comme le moulin à farine, mais des gros marteaux qui écrasaient la matière. Donc on va compacter cette matière et vous allez obtenir du fer et de l'acier. Vous aurez même de la fonte dans le four. Hein, mais le fer et l'acier, la différence, en fait, ça va être le taux de carbone. À partir de, en gros, 0,4%, on peut pas, vous êtes déjà sur de l'acier. Hein, donc le fer est mou et l'acier est dur. Voilà comment on réalise du fer ou de l'acier au XIIIe siècle. Alors, pour la petite histoire, ça s'appelle l'âge de fer. 800 ans avant Jésus-Christ, en Occident, et dans d'autres civilisations, même bien avant. Alors bien évidemment, dans la transformation de la matière, il va falloir évoquer le travail du bois. Hein, ça a été quand même parmi les scoops, en tout cas les grandes découvertes qu'on a dû refaire à Guédelon, c'est comment on transforme une forêt de chêne en charpente, en moulin, en charrette. Et donc on a dû redécouvrir le travail de l'équarrissage. Qu'est-ce que c'est l'équarrissage? Là vous avez l'exemple hein, d'une poutre qui vient d'être équarrie. Donc en fait, on va garder uniquement le cœur du bois. Donc, vous abattez l'arbre, vous enlevez l'écorce, vous enlevez l'aubier. L'aubier, c'est la partie vivante. C'est là où la sève et l'eau vont circuler. Et à la hache et à la doloire, c'est-à-dire une hache désaxée, vous allez équarrir, rendre carré votre poutre ou votre chevron en ne gardant que le cœur du bois, qui s'appelle le duramen. Hein, donc ça, c'est déjà en train de se minéraliser. Le principe du bois, c'est qu'il se resserre toujours vers le cœur. Donc cette partie est déjà en train de se minéraliser. Dans cette partie, vous n'avez pas de sève et d'eau qui circulent. Donc contrairement à ce qu'on peut croire aujourd'hui, où on a perdu un peu certaines notions, on ne fait pas sécher le bois. Hein, il faut le travailler vert, frais. Si vous laissez cette poutre-là pendant 2 ans dans la grange, ça devient dur comme de la pierre et vous aurez énormément de mal à la travailler. Donc on garde que le cœur en suivant la forme naturelle de l'arbre. Vous avez tous remarqué que dans les vieilles maisons, hein, dans les halles de marché, hein, dans les châteaux, évidemment, les poutres, elles ne sont pas droites, puisqu'on suit la forme naturelle de l'arbre. Aujourd'hui, on a du bois de quartier, c'est-à-dire qu'on fait des tranches avec des gros arbres. À l'époque, quand vous avez une poutre, c'est un seul arbre. Voilà le secret des bâtisseurs de charpente pendant des millénaires. Donc vous abattez l'arbre, vous l'équarrissez, vous le mettez en place, un tenon, une mortaise, une cheville, et c'est parti pour 900 ans. Alors petit scoop de cette saison 2020, hein, puisque vous pouvez enfin voir une des tours de Guédelon qui atteint son sommet. Ça a été le travail de la fin de saison l'année dernière. On a mis les dernières tuiles et un bel épi de fêtage en plomb hein, qui a été réalisé donc, par nos amis charpentiers, avec tout un travail évidemment sur les tuiles. Donc ça y est, une des tours de Guédelon atteint son sommet. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a donné envie de venir nous voir ici en Bourgogne, en Puisaye, hein, et de visiter notre chantier, hein, de voir un chantier toujours en construction et en même temps une partie déjà finie. Vous allez pouvoir visiter des pièces et un château tout neuf, hein, comme on peut se le permettre ici à Guédelon. Et puis moi je vous attends là pour répondre à toutes vos questions. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour. J'espère que vous avez apprécié cette émission. A priori, oui, vu les commentaires que vous nous avez laissés, surtout pour Johan, bien sûr. Et beaucoup de questions aussi auxquelles Johan va maintenant tenter de répondre. Peut-être pas à toutes parce qu'il y en a pas mal, mais on va commencer. Alors, il y a Valérie qui dit « Je passerai volontiers vous rendre visite, tant mieux. Un grand bravo à Johan. » Bon, ça, ce ne sont pas les questions, mais ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir. Alors, une question de Florent. C'est la question qui a été le plus votée par les participants. Le style architectural choisi répond-il à un style régional propre à une période spécifique du Moyen-Âge ou est-ce un condensé de plusieurs styles? Alors, on est quand même sur un style codifié du style philippien. Hein, donc des châteaux plutôt standardisés. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la région
à 5 minutes du chantier, il y a un château qui s'appelle le château de Ratilly, 13e d'époque, c'est exactement le même, hein, avec notamment les matériaux du cru et le grès ferrugineux. Hein. Alors, effectivement, dans un château philippien, on retrouve un peu toujours les mêmes codes, les petites tours rondes, les chapeaux pointus, les rangs de réalignement, les archères en quinconce. Après, on se donne aussi quelques libertés, on va visiter des châteaux dans d'autres régions, mais on retrouve un peu toujours les mêmes codes. Alors, on a Dourdan dans l'Essonne, on a Yèvres-le-Châtel. On va leur piquer des idées. On se dit, tiens, on va faire tel culot, tiens, on va faire tel carreau de pavement, comme on a vu dans tel château. Mais on reste quand même dans un code assez précis, qui correspond aussi à ce qu'on avait dans la région au XIIIe siècle. Après, il y a toujours des guillemets, hein, on peut avoir une tour carrée. Merci, Johan, pour cette réponse. On a Michel qui demande des expériences similaires à l'étranger, même sur d'autres périodes de construction. Et oui, alors effectivement, pendant longtemps, Guédelon, on a été un peu les seuls au monde à faire ça. Hein. Et puis, heureusement, ça a inspiré plein de projets. Déjà, vu le succès de Guédelon, hein, la fréquentation. Donc, on a notamment, il y a une équipe qui s'appelle Campus Gali, qui se trouve dans la Forêt-Noire, en Allemagne, avec qui nous avons échangé notamment pour créer des fenêtres. Pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on met aux fenêtres des châteaux forts, hein. Donc, on le voit notamment dans le reportage de Arte, le Guédelon 2. Hein, donc, il y a maintenant d'autres projets. Il y a eu bien sûr l'Hermione. Il y a eu, hein, on entend parler de plus en plus de projets qui se montent sur l'exemple de ce qu'on a pu faire ici à Guédelon. Merci pour cette réponse. Quelle est l'étymologie de Guédelon? Nom du site existant ou nom inventé et qui signifie quelque chose? Alors déjà, effectivement, ici, ça s'appelait déjà Guédelon. Nous avons la forêt et l'étang de Guédelon. La Puisaye, c'est une terre d'étangs, de rivières, d'argile, de forêt. Alors, il y a plusieurs pistes. Hein. En tout cas, ça viendrait du gué. Gué de loin, gué de Lyon. Hein. A priori, ce serait ça parle du gué et de cette forêt qui s'appelait déjà Guédelon avant qu'on commence même cette aventure. D'accord. Merci pour ces précisions. On a Brigitte qui demande quel est votre rôle? Vous êtes tailleur de pierre, charpentier, architecte? Non, je ne suis pas architecte, je ne suis pas maître d'œuvre, hein, même si en présentant là, avec cette formule de chroniqueur, je me mets parfois dans la peau du maître d'œuvre et je mets les visiteurs dans la peau d'un commanditaire. Moi, officiellement, sur ma fiche de paie, je suis surtout meunier. Je m'occupe du moulin. Hein, et comme j'aime bien parler, comme j'aime bien raconter des histoires et que je fais un peu partie de la mémoire du lieu, mes camarades m'ont surnommé le meunier dramatique. Hein, c'est-à-dire que je suis devenu chroniqueur. Alors, j'ai plein de fonctions. Il faut d'ailleurs rappeler que Guédelon, on ne travaille pas que pendant l'ouverture au public. Après, début novembre, je vais enlever ma biode, je vais garder mes chaussures de sécurité et là, je vais devenir, comme tous mes camarades, un peu polyvalent. Hein, je vais devoir m'atteler à restaurer, à préparer le site, à passer l'hiver et préparer la saison d'après. Donc voilà, mais officiellement, je suis plutôt un peu animateur et aussi meunier. Parfait. Beaucoup de choses à faire ici pour vous, Johan. Et on a justement, par rapport aux personnes qui travaillent ici, une question de Jean-Paul qui demande combien de personnes travaillent sur le site? Sont-elles bénévoles ou rémunérées et par qui? Alors, en fait, à Guédelon, il n'y a jamais eu de bénévoles, proprement dit. On a quelque chose qui s'est greffé d'année en année avec le succès et évidemment une demande de personnes qui voulaient participer à l'aventure. On a ce qu'on appelle les bâtisseurs. Alors, cette année, ça a été momentanément suspendu pour les raisons sanitaires, mais on a entre 500, 600, 700 personnes par an qui viennent participer de manière gratuite, pour le plaisir à l'aventure. Mais sinon, en moyenne, sur une saison classique, on est à peu près 60-70 salariés, dont 45 CDI, c'est-à-dire qu'on travaille, comme je vous le disais, à l'année. Et là où c'est une belle histoire aussi au XXIe siècle, surtout avec tout ce qu'on vit actuellement, Guédelon est en autofinancement total. Grâce à vous, chers visiteurs. On accueille à peu près 300 000 visiteurs par an. Et ça nous permet de faire les salaires et puis de payer tous les frais de l'entreprise. Ça, c'est peut-être la belle histoire de Guédelon aussi au XXIe siècle. C'est sûr. C'est rare. Donc, combien de visiteurs, vous l'avez dit? 300 000 à peu près. Et combien de temps faut-il compter pour une visite normale? Une journée ou moins? Alors, moi, je conseille de passer la journée parce que souvent, les gens, surtout ceux qui arrivent parfois comme ça en fin d'après-midi, sont déçus parce qu'ils n'ont pas le temps de tout voir. On peut en tout cas y passer 4, 5, 6 heures largement si on veut vraiment prendre le temps de faire le tour des ateliers, d'aller au moulin qui est dans la forêt, d'aller poser des questions parce que le principe de Guédelon, c'est aussi l'échange. Il ne s'agit pas juste de tourner, de regarder donc les loges et puis de monter et de descendre du château. Il va falloir justement prendre votre temps pour poser des questions, échanger.
savoir quels sont les outils, quelles sont les techniques, comment on transforme la matière. Hein. Et puis maintenant, cette année, on a créé aussi tous ces petits rendez-vous, le chroniqueur 1, le chroniqueur 2 dans la cour. Hein, il y a plein de rendez-vous. Donc, moi, je vous conseille de bloquer au moins 5 ou 6 heures. Hein. Très bien. On a une question, justement, est-ce ouvert toute l'année? Vous y avez déjà répondu de manière indirecte en disant que l'hiver, vous travaillez aussi ici lorsque c'est fermé au public. Par contre, est-ce qu'on peut faire des visites libres ou également accompagnées? Et enfants et grands peuvent-ils prendre place dans les ateliers et prendre en main les outils? Alors, dans la formule de Guédelon classique qu'on a donc développée pendant plusieurs années, il y avait des visites guidées. Maintenant, on a remplacé ces visites guidées par ces rendez-vous avec les chroniqueurs. Hein, donc, en fait, les gens peuvent évoluer et poser des questions, sont pris en charge. Hein, et puis, bon, ça, je ne sais pas quand ça va se remettre en place, mais normalement, il y a des ateliers. Hein, parce que dans les 300 000 visiteurs, il ne faut pas oublier qu'on accueille entre 50 et 60 000 scolaires. Donc, il y a des ateliers taille de pierre, il y a des ateliers géométrie. Hein, donc, en principe, on essaye de faire en sorte que les gens puissent mettre la main à la pâte. Hein, alors, cette année, pour l'instant, évidemment, ça a été un petit peu suspendu, mais il y a moyen oui, de nous aider à construire le château fort. En quelle année est venue cette idée, nous demande Camille? Vous l'avez dit rapidement dans le reportage, cette idée de construire un château. Elle est passionnée de Moyen-Âge, Camille, elle voulait savoir. Eh bien, en fait, ça part dans les années 90, quand on va découvrir à Saint-Fargeau, hein, un château donc assez proche d'ici, que sous le château en briques, hein, je vous le fais court, il y a en fait ce château en briques qui a été notamment rénové par la grande mademoiselle, la cousine de Louis XIV. Il avait été un petit peu puni parce qu'elle avait un peu frondé contre son cousin, donc il l'avait mis chez nous. Et puis elle a décidé de faire un nouveau Versailles. Et on va découvrir en fait que sous le château en briques, il y a un château fort, un château médiéval. Et le rapport des experts de l'époque se termine par « ce serait extraordinaire de reconstruire Saint-Fargeau, 3 petits points ». Et c'est là où l'idée va germer de dire « mais pourquoi pas? Qui a déjà fait ça? Qui a déjà construit un château fort ?» depuis plusieurs centaines d'années. Et donc, il va falloir trouver un lieu. Et puis, dans cette forêt de Guédelon, sur la commune de Trény, il y a une carrière abandonnée qui s'appelle donc la carrière des Guédelon. Et c'est là que tout va commencer. Marilyn Martin, Michel Guyot vont acquérir cette carrière et lancer ce projet qui paraissait un petit peu fou à l'époque. Ah oui, on imagine, on imagine. Bois et pierre viennent des alentours ou malgré tout, vous êtes obligé de faire venir des matériaux de plus loin? Alors, le grès vient de la carrière. 90% du château est en grès. Nous avons maintenant presque une centaine d'hectares de forêt, mais évidemment, d'ailleurs, comme ça se passerait sur un chantier médiéval, l'idée, c'est pas d'être en autonomie. Si on se remet dans le contexte du monde du travail du XIIIe, vous allez commander des matériaux. Alors, on fait venir un peu de calcaire juste d'à côté. Ici, c'est la puisaye, à côté, c'est la forterre. La puisaye, c'est le grès, la forterre, c'est le calcaire. Donc, on fait venir un peu de calcaire. Et puis, basé à certains matériaux qu'on va acheter, le minerai de fer, par exemple, le fer, le métal, on l'achète. Si vous voulez que nous soyons autonomes en métal à Guédelon, il faut mettre au moins 150 personnes. Chacun avait son métier. Nous, on fabrique un peu de chaux maintenant. Mais en gros, quand on regarde dans le détail, il y a énormément de matériaux qui viennent du site. On a quasiment tout ici. C'est aussi l'intérêt d'avoir fait ce choix. On a la pierre, on a le bois, on a le sable, on a l'argile, un terre ancestrale de potier, on a l'ocre, évidemment, et puis on a tous les végétaux. Donc évidemment, comme dans une économie de chantier médiévale, on va aussi acheter des matériaux. Si vous étiez maître d'œuvre, Olivier, et que vous devez installer 150 clous sur le pont normand, et ben vous prenez votre cheval, puis vous allez à Saint-Amand. Il y a une entreprise de clouterie. Donc vous commandez 150 clous. Vous allez demander un acompte. Un acompte, j'imagine. Merci pour ce bon conseil, Johan. On a une question intéressante aussi de Marie-Dominique qui demande « Est-ce que vous pensez décorer l'intérieur du château avec des tapisseries, des meubles qui seraient fabriqués aussi sur place ?» Alors justement, là on est un peu dans l'actualité. Alors on a déjà des décorations dans le château, puisqu'à Guédelon, on peut aussi se permettre de vous montrer un château tout neuf. Donc les murs sont enduits, chaulés, badigeonnés d'un lait de chaux, et vous avez notamment dans la caméra, la chambre d'amis, une reproduction donc, des peintures médiévales qu'on trouve ici en puisaye, fait évidemment avec les ocres. Donc on a de la décoration, et effectivement, c'est prévu, là d'ailleurs ça devrait être imminent, on va commencer à fabriquer quelques meubles pour meubler le château, des coffres, des lits. Alors le mobilier 13e est quand même assez sommaire, mais évidemment ça fait partie des projets de pouvoir vous montrer un château tout neuf. Sachant qu'après, il y a un dilemme. Si on recouvre tous les murs d'enduit, comme on l'aurait fait à l'époque, on ne verrait peut-être plus tout le travail. Donc, il va falloir trouver un compromis. Un compromis. Et oui. On a une question aussi sur la date fixée de fin de chantier. Est-ce qu'on a une date de fin de construction ou est-ce prévu que cela reste un chantier vivant
avec toujours, avec en permanence de nouvelles extensions, des choses qu'on ajoute, etc. Alors, Ou un village peut-être. oui, alors donc c'est un chantier, c'est une histoire sans fin, Guédelon. Hein, mais en ce qui concerne nos châteaux, on reste dans notre cahier des charges. En gros, on avait dit 25 ans. On a déjà fêté nos 20 ans. Dans 7, 8 ans, on n'est pas à 1 ou 2 ans près, mais dans moins de 10 ans, en tout cas, le château est terminé. On ne fait pas exprès de ralentir la construction. Mais bien évidemment, il y a plein d'autres projets derrière, la construction d'un village, la construction peut-être d'une église, l'organisation d'une place, la maison médiévale, les commerçants, la transformation de la matière, parce qu'ici, on est un vrai site de production. C'est-à-dire qu'on fabrique maintenant vraiment des tuiles, on fait vraiment des poutres en chaîne, on fait vraiment des paniers, on fait vraiment de l'ocre. Hein, donc tout ça, c'est infini. On pourrait même faire tout un village hydraulique. Hein, on a déjà construit un moulin à farine, mais on pourrait faire un martinet de forge, etc. Donc c'est un peu une histoire sans fin. On peut continuer. Tant que vous allez venir nous voir, là, on va continuer à bosser et continuer à explorer le temps. Très intéressant. On a aussi Marie qui demande, est-ce que vous engagez du monde en ce moment? Marie semble motivée pour venir Alors là, tout de suite, Marie, c'est une saison un peu particulière. Mais évidemment, Guédelon, c'est une entreprise. Hein, c'est une entreprise du 21e siècle, ça tourne. Il y a des gens qui prennent leur retraite. Il y a des gens qui viennent d'arriver. Il y a des gens qui viennent en stage. Hein, il y a des gens qui viennent en formation. Donc, il y a plein de formules. Là, tout de suite, a priori, d'après mes informations, on ne recrute pas là maintenant pour finir la saison, puisque la saison va se terminer début novembre. Hein, mais sûrement que l'année prochaine, hein, d'ailleurs, sur le site internet, il y a toujours une petite rubrique Guédelon recrute. Hein, donc, où on a, comme toute entreprise, besoin tout le temps, évidemment, de recruter des salariés. Très intéressant. On a justement, par rapport au site internet que vous évoquez, on a eu plusieurs questions concernant les feux de Guédelon. Et ça, j'aimerais beaucoup que vous nous en parliez aussi, Johan, cette web série dont apparemment plusieurs personnes attendent la suite, apparemment. Alors, donc cette petite web série, c'est parti un peu d'une blague. On s'est dit, tiens, on va rester en contact avec nos chers visiteurs pendant la période de fermeture. Et surtout, on avait envie de pouvoir vous faire voir ce que vous ne pouvez pas voir souvent en une seule visite, notamment ces moments magiques que sont les cuissons avec des images de nuit, c'est-à-dire un peu les coulisses, ce qu'on vit nous en permanence, hein, comme on est en train de le vivre, là il n'y a plus personne, le château est derrière nous, donc on est un peu privilégié, là on a le château pour nous tout seuls. Donc on a créé cette série qu'on a appelée Les Feux de Guédelon, où on a filmé la chaux, la cuisson de la chaux, la réduction de minerais, la cuisson des tuiles, on a mis ça en ligne, on a été évidemment agréablement surpris par le succès. La communauté Internet de Guédelon est passée à plus de 100 000 personnes et nous recevons des messages du monde entier, de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Donc, on a fait la saison 2 sur le travail du bois. Et la saison 3 est déjà en ligne. Vous avez déjà 8 épisodes, mais on n'a pas pu tourner le dernier épisode pour les raisons de confinement que vous connaissez. Alors, pour tout vous dire, le 9, il est déjà dans la boîte. Hein, on attend pour faire le montage, mais on attend surtout de tourner le 10. Hein, donc, j'espère qu'au moins, on va évidemment conclure cette 3e saison. Et puis, il y aura, si ce n'est plus les feux de Guédelon, il y aura sûrement de toute façon toujours des moyens de vous raconter des histoires, de communiquer avec les moyens modernes, puisqu'on est du Moyen-Âge. On a Internet maintenant. Parfait. Donc, feu de Guédelon, on peut trouver ça directement sur le site de Guédelon ou sur les réseaux sociaux alors? Sur YouTube, sur le site de Guédelon, il y a des liens et vous pouvez regarder donc, les 3 premières saisons. Et alors, il y a évidemment plein d'anecdotes, plein de choses qu'on ne peut pas forcément voir en une seule journée, et puis aussi des petits rendez-vous avec le maître d'œuvre. On a même créé un petit comptoir, un petit magasin fictif sur le chantier, où là, on a évidemment du fond, de l'étymologie, des outils, et puis un peu de blagounette. On est là pour s'amuser aussi. Il faut. Est-ce que vous êtes de l'aventure depuis le début, demande Florent? Non, moi, je ne suis pas de l'aventure depuis le début en termes de salariés, mais moi, j'habite ici. C'est-à-dire que moi, je suis un enfant du pays. Et ma maman a acheté une petite maison juste en face, dans la forêt, en 78. Pour tout vous dire, à l'époque, elle cherchait l'endroit le plus tranquille du monde pour faire la fête avec ses copains. Maintenant, il y a 300 000 copains qui viennent. Donc moi, j'ai suivi l'aventure depuis le début. J'ai connu les premiers œuvriers et je viens visiter Guédelon depuis 22 ans. Et je suis salarié maintenant depuis plusieurs années. Mais je ne suis pas resté tout le temps au Moyen-Âge. J'ai fait d'autres choses dans ma vie. Mais j'habite là, je n'ai pas le choix. En fait, ce n'est pas moi qui suis venu à Guédelon, c'est Guédelon qui est venu à moi. C'est beau ça. Alors, on a Florent qui nous dit, les gars, ça va être l'heure d'aller à la chasse au sanglier pour avoir quelque chose à dîner ce soir. C'est Olivier au fourneau? Alors, d'abord, c'est pas parce qu'on est au Moyen-Âge qu'on mange que du sanglier. Hein. Il y a la fameuse île de garde de Bingen qui préconisait de manger des soupes d'ortie entre 2 tranches de sanglier, ça peut faire du bien. Hein, donc, la cuisine médiévale, et en tout cas 13e, 14e, c'est plutôt raffiné d'ailleurs. Hein, il y a déjà des recueils de gastronomie qui vont sortir assez vite, le Taïwan, etc. Hein, donc on va. Et puis il fait un peu chaud là ce soir, les sangliers, à mon avis, ils se sont planqués dans la forêt.
Allez, encore, on est déjà ensemble depuis 54 minutes. Juste une petite question concernant plus particulièrement justement votre activité, Johan. Oui. Le moulin, Jeanne nous demande, Jeanne Lucie, le moulin a-t-il souffert de la sécheresse de cette année? Le moulin n'aime pas trop la sécheresse. Alors, la partie mécanique, la meule, les engrenages, ça va, mais c'est les pales, évidemment, qui se dessèchent et qui vont finir par se rétracter. Donc, on essaye de l'entretenir, mais finalement, il est assez robuste. Et puis on espère qu'il va pleuvoir un peu quand même, mais on est comme un peu partout en France, là, en pénurie d'eau, alors qu'on est en septembre. Ici, en Puisaye, on n'est pas habitué, parce que la Puisaye, c'est plutôt une région humide, comme je disais, une terre d'étang de rivière. Mais ça va, le moulin, il tourne. Et puis d'ailleurs, en fait, les meuniers, parce qu'on est plusieurs meuniers, quand il n'y a pas d'eau, on vous le fait tourner à la main. Voilà, comme ça. Et on arrive même à faire encore de la farine. Ah, mais parfait, impeccable. Allez, peut-être juste une dernière question, celle de Nelly qui l'a posée 2 fois, donc je vais la prendre cette fois. Vous avez parlé des coûts de construction en livres, mais combien cela fait-il en euros? Alors, évidemment, c'est un peu à la louche comme ça, mais on peut considérer que 3000 livres, ce serait l'équivalent de 3-4 millions d'euros d'aujourd'hui quand même. C'est-à-dire qu'on est effectivement sur du château premier prix, mais c'est quand même un château de seigneur. Pour vous donner un ordre d'idée, la Sainte-Chapelle, qui a déjà été achevée en 1251, puisque à Guédelon, on est en 1251, notre cher Louis IX a dépensé, donc ici c'est 3000 livres, pour la Sainte-Chapelle, il aurait dépensé pas loin de 300 000 livres. C'est-à-dire que là, on est sur du milliard, on est sur la moitié du budget de l'État. Donc évidemment, mais on a beaucoup de comptes de chantier, on a beaucoup de références, on sait. D'ailleurs, c'est ce que Philippe Auguste va révolutionner, puisqu'il arrive, il dit, voilà, écoutez, c'est pas compliqué, une tour, ça coûte tant. Et si le maître d'œuvre vous la livre pas dans les délais escomptés, il y aura des pénalités de retard. C'est là où ça va un petit peu changer l'organisation de la construction du patrimoine. Ouais, c'est sûr. Impeccable. Merci 1000 fois, Johan, pour votre générosité, ce partage. C'était vraiment très intéressant. Les participants ont l'air conquis et ça ne m'étonne pas. Donc, merci à tout le monde. On va déjà se quitter. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, Guédelon, là, je parle sous le contrôle de Sarah qui est à côté de nous, qui s'occupe de la presse et de la communication. Le site, c'est guédelon.fr, exactement. Et sur les réseaux sociaux, bien sûr, Instagram, Facebook, vous pouvez retrouver et suivre les aventures de Guédelon et bientôt les feux de Guédelon avec Johan pour la suite. Donc, merci à tous. Et comme toujours, pour conclure, je cède la parole et le dernier mot à notre intervenant. Johan, c'est à vous. Eh bien, surtout, vous pouvez encore venir nous voir, parce qu'on est ouvert jusqu'à début novembre. Donc, regardez bien sur les plannings et les guides de visite. On est ouvert, en tout cas, jusqu'à début novembre, avec 1 jour ou 2, selon les périodes de fermeture par semaine, plutôt en semaine. On est ouvert tous les week-ends. Donc, on vous attend impatiemment avec toute l'équipe. Et puis, venez nous aider à construire un château fort. Merci à tous. Bonne soirée, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir.